Et également ancien ministre qui a fait passer une réforme des retraites. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. 12e jour de grève. Les Français sont inquiets de savoir s'ils pourront ou non passer leurs vacances en famille à Noël. Qui serait responsable si la fête était gâchée ? Moi, je ne sais pas, entre la poule et l'œuf, on a toujours du mal à le savoir, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que la grève ne peut pas durer pendant les vacances de Noël. C'est juste pas possible. Il faut la suspendre. Personne ne doit... S'il n'y a pas de discussion, si personne n'arrive à s'entendre entre les syndicats, on ne sait plus très bien comment ça marche, et le gouvernement, il faut juste que ce temps-là soit suspendu. Donc là, vous vous adressez à la CGT ? Oui, à la CGT, et puis à tous ceux qui font grève, et qui empêchent les gens de voyager. Il faut évidemment suspendre cela. C'est tout à fait inadmissible de penser qu'on puisse bloquer les Français, les prendre en otage, comme on dit en général, mais c'est le cas, en otage, pendant les fêtes de Noël. Et puis après, au mois de janvier... les syndicats et le gouvernement continueront à en découdre s'ils doivent en découdre. C'est pas exactement le climat, puisque vous avez entendu sans doute hier la CGT lancer un ultimatum au gouvernement. Ou vous maintenez votre texte et on continue de bloquer, ou vous le retirez et on lève. Enfin, en plus, il n'y a pas de texte, donc on ne sait même plus ce qu'on doit maintenir ou pas. La CGT, en tout cas, considère qu'il y en a un. La CGT, elle doit faire preuve un peu d'humanité. Voilà, ce serait quand même une bonne chose. Et de se dire qu'il y a plein de Français qui partagent ou pas leurs opinions, leurs combats, qu'importe, la réalité n'est pas celle-là, c'est qu'il y a une période qui doit être sacrée. Et les périodes sacrées, il faut les respecter. Et Noël, c'est une période sacrée, c'est la réunion des familles, c'est beaucoup de choses comme cela. Je ne vais pas vous l'expliquer, chacun le comprend très bien. Donc ça doit être suspendu. Est-ce que c'est du chantage, comme le dit par exemple le ministre Gérald Darmanin ? Oui, il a raison, c'est une forme de chantage. Il a raison. Maintenant, le gouvernement présente sa réforme quelques jours avant Noël. Il faut admettre qu'il donne aussi des bâtons pour se faire battre. Il a une réforme qui n'est pas claire, qui est trop globale, alors qu'il y a des améliorations. Il y a des points d'amélioration par rapport au système d'aujourd'hui. Enfin, globalement, il les noie dans une sorte de gloubi-glouba auquel personne ne comprend rien. Donc, il ne facilite pas les choses. Il met en réalité en tension l'ensemble de la société française à quelques jours de Noël. Les syndicats ont beau jeu de reporter sur le gouvernement la responsabilité. Mais la vérité, c'est que c'est quand même les syndicats qui bloquent. Donc les syndicats, ils doivent arrêter ce blocage, décider que Noël se passera bien et reprendre après, s'ils le souhaitent, et s'il n'y a pas d'autre solution, reprendre leur combat. Et s'ils ne le font pas ? Mais ils seront responsables au moins d'une grande première, c'est-à-dire d'avoir bloqué la France pendant Noël, c'est-à-dire que tout devient possible. Dans une France déjà extrêmement perdue, qui a les nerfs à fleur de peau, qui est à bout de nerfs, il a montré qu'il n'y a plus aucune période qui est sacrée, même des périodes où on pense plutôt à sa famille qu'autre chose. Demain, il y a une grande journée de mobilisation. La CFDT ne défilera pas aux côtés de la CGT, mais enfin a rejoint le mot d'ordre de mobilisation. À quel degré de mobilisation vous pourriez considérer que c'est un nouveau signal très négatif pour le gouvernement ? Il y avait 800 000 personnes le 5 décembre. Oui. Si on passe le million, en tout cas, ça a un sens, c'est significatif. Il ne faut pas politiser Noël. Noël, on ne politise pas Noël. Qui politise Noël ? C'est aujourd'hui, les syndicats politisent Noël. Ils politisent Noël puisqu'ils font un combat politique pendant Noël. C'est comme ça que la CGT l'évoque. Et puis la CFDT, comme d'habitude, elle est plus ambiguë. Elle dit « Oh, ben non, j'ai pas envie, mais enfin, quand même, il faut faire attention. » C'est de l'ambiguïté ou de la responsabilité ? C'est de l'ambiguïté, c'est pas de la responsabilité. Pour Noël, c'est de l'ambiguïté. C'est de l'ambiguïté. Parce que, effectivement, Laurent Berger a dit « Je ne souhaite pas que Noël soit bloqué ». Pourquoi c'est de l'ambiguïté alors il faut annoncer. Il dit la même chose que vous. J'espère qu'il demandera à ses conducteurs de train, enfin en tout cas à tous les militants CFDT, de ne pas faire grève pendant Noël. On verra. Je n'ai pas entendu ce type d'appel aujourd'hui. Je ne l'ai pas entendu. Donc vous dites qu'il est un peu, pardon, pas faux cul, mais un peu hypocrite. Non, j'ai pas employé ce type de ambiguïté, mot. pardon, ça veut dire qu'il n'est pas clair. Ambiguïté, c'est un mot supportable. Oui, le gouvernement est tout aussi ambigu. Donc quand deux ambiguïtés se rencontrent, ça fait des étincelles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est deux ambiguïtés. L'ambiguïté de la réforme du gouvernement et l'ambiguïté, au fond, des positionnements des syndicats qui... parfois sont dans des défenses catégorielles des choses. Aujourd'hui, la CGT, elle défend de façon catégorielle les conducteurs de train ou les conducteurs Elle est conservatrice. Je ne sais pas ce qu'elle conserve. En fait, elle n'est jamais pour aucune réforme. Donc, au fond, c'est compliqué de conserver des choses qu'on ne voulait pas auparavant. Mais on voit bien que cette réforme, elle est mal partie. La vérité. Juste pour mais c'est rester très sur important. la CFDT. La CFDT dit, c'est important parce qu'on dit que ça se joue aussi dans le bras de fer entre le gouvernement et la CFDT. Elle dit oui à la réforme, non à la mesure, il n'y en a pas 26, il n'y en a qu'une, à la mesure financière qui consiste à instaurer un âge pivot. Elle a tort ? Elle a complètement tort.
c'est toujours pareil. On rase gratis en France. On a l'impression qu'on peut absolument tout faire sans jamais assurer aucun équilibre financier. L'équilibre financier, c'est notre souveraineté. C'est un beau mot, souveraineté. On est en train de perdre une forme de souveraineté de la nation au travers d'une dispersion de cette nation qui devient extrêmement inquiétante. Et une souveraineté européenne qui est en train de filer. Et puis aujourd'hui, la souveraineté financière, qui est un point au moins aussi important que notre souveraineté militaire, cette souveraineté financière, elle est mise à mal sans arrêt par le gouvernement qui ne réforme pas suffisamment nos finances publiques. Et aujourd'hui, sur les retraites, des retraites en déficit, c'est ce qu'il y a de plus injuste. C'est ce qu'il y a de plus injuste. Vous êtes lumière de Laurent Berger, dans le fond, vous, de la CFDT. J'en sais rien. Vous dites que seul compte l'équilibre financier. Non, il ne faut pas caricaturer ce que je dis. Non, je dis des choses que les autres ne disent pas. C'est que l'équilibre financier d'un système de retraite, c'est la souveraineté financière du système de retraite. C'est la question centrale. Vous dites que c'est la question centrale. C'est une des questions centrales. Comment peut-on créer des systèmes qui sont déséquilibrés? Ou alors ça ne veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Si c'est les marchés financiers qui payent la retraite des Français, je ne suis pas sûr que ça rassure les Français sur la durabilité de leur retraite. Donc il faut améliorer le système de retraite sur le plan de la justice, évidemment. Il y a des améliorations dans ce que propose le gouvernement. Donc il existe, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un texte, il y a des mesures. Il n'y a pas de texte, il y a des propositions orales. Donc dans les propositions que fait le gouvernement, il y a des choses qui vont plutôt dans le bon sens. Il veut réformer la pénibilité. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La pénibilité, nous l'avons intégrée en 2010. Donc tant mieux, on regardera comment il veut le faire et on en discutera. Il y a les 1 000 euros contributifs. Les 1 000 euros contributifs, les 1 000 euros minimum, c'est très bien. Mais il n'invente pas le minimum contributif. Il existait bien avant le gouvernement. Et ça concerne à peu près une quinzaine de pourcents de gens dans cette situation. Tant mieux. On verra si les droits familiaux sont une amélioration ou pas. Je ne suis pas sûr. Quand dans le nouveau système, on aura 17% au 3e enfant, on avait 10% par parent auparavant. Donc c'est des sujets qu'il faut discuter. Et l'âge pivot, mais c'est une version dégradée de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. C'est une version déjà pas courageuse. Ou moins brutale. Non, pas moins brutale, c'est une version moins efficace. C'est pas tout à fait pareil. Il faut assumer. Dans d'autres pays, on part plus tard à la retraite. Nous avons brisé le tabou des 60 ans. Nous avons rééquilibré le système. Vous avez fait la première réforme qui a bougé l'âge légal du départ à la retraite. Il y avait plein d'autres choses dans cette réforme. Depuis 1945. Nous avons essayé d'expliquer à la France que si on reprend les propos du Premier ministre, qui sont exactement ceux que je tenais à l'époque, c'est qu'on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Donc il faut évidemment à ce moment-là mettre en accord ses paroles et ses actes. Et il faut l'expliquer aux Français. Enfin, attendez, Éric Woerth, une seconde. Vous, juste pour préciser, vous plaidez, vous avez présenté une contre-réforme la semaine dernière, le recul de l'âge légal dont vous parlez, à 65 ans. Oui, dans 12 ans. Vous voulez qu'il y ait encore plus de monde dans la rue? Vous admettez que ça mettrait encore plus de monde dans la rue? Mais la question, elle est absolument pas ça. La question, elle est de savoir si on veut ou pas... Attendez, la question, elle est de savoir si on veut ou pas mener une réforme responsable. La réforme responsable, c'est celle qui prémunit notre système de retraite. La première défense du système de retraite, sa première protection, c'est qu'il soit équilibré sur le plan financier. Donc vous dites le gouvernement il fait un truc qui est demi-responsable. Les retraités, il est à moitié responsable. Il fait quelque chose d'entre deux. Le président de la République, d'ailleurs, avait émis un doute là-dessus, comme il avait émis un doute sur le prélèvement à la source à une époque. Il jette ça comme un pavé dans la mare, et puis, in fine, on le fait quand même. Bon, moi, vous pensez qu'il est moins convaincu que le Premier ministre? Je pense qu'il... En tout cas, il avait montré qu'il n'était pas convaincu au mois d'août sur ce sujet précisément. Peut-être a-t-il évolué depuis. Mais les mesures il ne faut pas opposer les mesures d'équilibre financier avec les mesures dites systémiques. C'est la même chose. Les Français, ils discutent de paramètres. C'est pas comme ça qu'on sort du blocage en ce moment. On peut sortir par le haut, on peut sortir en tenant. Moi, j'appelle le gouvernement à tenir. Évidemment, il a déjà en ne retirant pas le texte et en ne cédant pas non plus évidemment, à la CFDT. Moi, je suis favorable à ce que le système de retraite continue à être réformé. Je suis favorable à une réforme du système des retraites et pour le bien des Français. Pour le bien de la France et des Français. C'est pas parce qu'il y a des conducteurs de train ou des conducteurs de bus ou des conducteurs de métro qui bloquent les transports qu'il faut céder. S'il y a des erreurs, il faut les rectifier. L'âge pivot est une erreur. Enfin, moi, je considère... Vous voulez la transformer en une mesure qui serait perçue de façon encore plus brutale.
Mais arrêtez avec ce mot brutal, ça n'a aucun sens. Non, ce serait perçu. C'est la situation. C'est la situation qui est brutale. C'est le déséquilibre des retraites qui est brutal. C'est ça qui est brutal. Ce qui est brutal, c'est de dire aux Français, je suis pas sûr qu'on vous paiera votre retraite. Ce qui est brutal, c'est de dire à un actif aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on pourra être en mesure de payer ta retraite. Donc moi, je ne cherche aucune brutalité. J'essaye d'être pragmatique dans un système par répartition. Vous savez ce que disait Gilles Lejeune à votre place il y a exactement une semaine? On rappelle que c'est le président des députés LR à l'Assemblée. La droite veut nous pousser à la faute. C'est pas un peu ce que vous faites là ce matin? Écoutez, ce qui serait bien, c'est qu'il discute un tout petit peu avec la droite. Le gouvernement ne discute absolument pas avec l'opposition. Il va rencontrer 30 fois la CGT, je crois qu'il y a 28 fois de trop, sans doute. Il ne faut pas discuter avec la CGT? J'ai dit 2 fois. Enfin, on sait qu'on n'est pas d'accord. Madame Artichoux, on sait qu'on n'est pas d'accord. Le dialogue social, c'est très important, mais il faut que ça débouche sur quelque chose. Ça débouche sur quoi? 2 ans de dialogue social là, de M. Delevoye. Ça débouche sur quoi? Sur une France totalement bloquée. Donc je note que c'est quand même pas... Ou alors ils sont trompés quelque part. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir un dialogue politique avec les représentants de l'opposition. Oui, mais parce que le système de retraite, on peut arriver à un consensus. Enfin, le consensus politique, c'est très important. On peut arriver aussi à un consensus. Et je pense qu'on aurait pu arriver à un consensus. Quel est son intérêt de discuter avec vous maintenant? D'essayer de discuter avec des gens qui ont un tout petit peu d'expérience sur le sujet. On a vu cette cacophonie absolument gigantesque sur ces derniers mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la manière dont le gouvernement a géré les choses amène à cette situation-là. Et ça amène à cette situation-là parce qu'il y a eu des périodes de cacophonie totale. Et puis une absence complète de texte. Et puis probablement des solutions qui sont mal formulées, qui sont mal posées. La réforme, elle est pas bien faite. Et je pense qu'un dialogue avec l'opposition aurait permis de l'améliorer sur beaucoup de points. Pourquoi ne jamais discuter avec l'opposition? C'est une drôle de manière de faire. Vous, en tant qu'un des réformateurs, Jean-Paul Delevoye, je parle pas de moi nécessairement. On pourrait consulter le Parti socialiste, consulter les Républicains, consulter qui le souhaiterait. Il y a des partis politiques à l'Assemblée nationale. Il y aura un débat au Parlement. Il y aura un débat au Parlement. Il y a d'abord une négociation avec les syndicats, puis un débat au Parlement. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Ça commence à bien faire. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? On discute uniquement avec les syndicats, comme si les partis politiques, la démocratie française n'était pas concernée par les systèmes de retraite. Mais ils le seront. Enfin, écoutez, ils le seront. Nous avons, des propositions. En février, a dit le Premier ministre. Il l'a dit solennellement. Ils le sont quoi? Eh bien, vous serez consulté dans le cadre du débat parlementaire. Ah bah oui, heureusement, parce qu'il y a des textes de loi, si vous voulez. C'est pas une consultation, c'est juste une répartition des décisions entre l'exécutif. Mais pas du tout. Le respect de la règle. On peut quand même un tout petit peu discuter en amont. Quand j'étais ministre du Travail, nous avons discuté avec les partis politiques. J'ai reçu le Parti socialiste, j'ai reçu tous les partis politiques à plusieurs reprises, comme j'ai reçu évidemment tous les syndicats. C'est des réformes complexes, c'est des formes dans lesquelles on joue beaucoup de choses. On joue avec l'humain, donc il faut parler avec tout le monde. Vous avez tort de ne pas nous consulter. Ils ont terriblement tort. Enfin, c'est des drôles de méthodes de consulter en partie. Je ne sais pas ce que ça permettrait de débloquer à ce stade. Mais alors mais à ce stade, je pense que c'est une erreur de ne pas l'avoir fait avant, et je pense qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, je pense qu'il faut consulter aussi les partis politiques. Et vous dites au gouvernement tenir, ne rien lâcher ni aux uns ni aux autres. Mais bien sûr, ils sont certains de leur réforme. Le Premier ministre n'était pas obligé de faire cet âge pivot, puisque je sais que certains membres de sa majorité n'en voulaient pas. Moi, je pense que ça ne va pas assez loin, et je pense que c'est très très hypocrite. En réalité, c'est pas une mesure d'âge, c'est une mesure de baisse des pensions. C'est une mesure de baisse des pensions. Tous ceux qui veulent partir à 62 ans, ils pourront partir, mais avec une pension inférieure. Donc c'est extrêmement hypocrite et c'est très efficace. La vérité, c'est qu'il faut repousser tranquillement l'âge de la retraite en montrant aux Français en combien de temps et pour aboutir à quel âge. Je vous note d'ailleurs que sur l'âge pivot, il augmentera l'âge pivot. Il est aujourd'hui à 64 ans dans la réforme du Premier ministre. Évidemment, à un moment donné, il va monter. Il y a plein d'interrogations. À quel âge ou à quel moment, à quel moment ceux qui sont au régime spéciaux, qui par exemple partent à 52 ans, à quel moment, à quelle date partiront-ils à 62 ans? Est-ce que c'est pour les générations 1985? Est-ce que quelqu'un qui est né le 31 décembre 84, il part à 52? Entreprise par entreprise. Écoutez, ça fait 2 ans. Non, il n'y a aucune raison de laisser des marges de manœuvre entreprise par entreprise. Dans ce cas-là, ça reste des régimes spéciaux. Moi, j'ai compris qu'il n'y avait plus de régime spéciaux, il y a un régime universel. S'il y a un régime universel uniquement composé... s'il y a un régime universel uniquement composé d'un certain nombre de régimes spéciaux, et puis tous ceux qui n'avaient rien à dire, qui sont logés à côté, ça ne marchera pas. C'est extraordinairement injuste. Il y a une grosse pression ce matin sur les épaules de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la retraite, qui a omis de déclarer 13 mandats dans le cadre de sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont 11 bénévoles. Il va
rembourser, il s'est engagé à le faire, ce qu'il avait touché dans le cadre de ses 2 mandats rémunérés. Il plaide l'erreur et la bonne foi. Vous dites dont acte ou vous dites ça peut pas tenir, il doit... Moi, j'accablerai jamais quelqu'un dans sa situation. Je note qu'il y a une forme de malédiction des retraites. J'avais été très attaqué à l'époque, d'autres ont été sur d'autres méthodes. Je ne sais pas s'il y a... qui d'autres? Voilà, il y a une sorte de malédiction. Chaque ministre qui, à un moment donné, portait une réforme des systèmes de retraite, il s'en est pris plein les figures. C'est quoi c'est une solidarité de quelle nature, ça C'est pas une solidarité, c'est un constat. C'est un constat, probablement. C'est mon constat. Parce qu'il s'occupe des retraites, on a fouillé davantage. C'est mon constat. Il y a une forme de malédiction. Voilà, une sorte de malédiction. Et ce que je veux dire, c'est que je n'attaque pas du tout l'homme. La question est de se poser... La seule question qui se pose sur le plan politique, c'est le ministre, est-il capable ou pas de porter sa réforme? C'est la seule question politique qu'on doit se poser, que doit se poser le gouvernement. Je note que Jean-Paul Delevoye, qui connaît bien sa réforme, puisque c'est a priori la sienne, n'est plus présent pour la défendre. Ce week-end, il a été absent. C'est le Premier ministre qui est monté. Il peut plus sortir. La présence, c'est les médias. Oui. La présence aujourd'hui, c'est les médias, c'est d'expliquer. Ils doivent t'expliquer, sinon en plus, c'est inexplicable, ça devient très très compliqué. Et c'est le Premier ministre qui est aujourd'hui totalement au front. Même Madame Buzyn, qui est censée être la ministre chargée de cela, explique très peu les choses. Donc le Premier ministre aujourd'hui... Elle était hier présente, elle. Oui, enfin, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui va annoncer la réforme, c'est le Premier ministre qui mène, pour une réforme mène la de danse. Cette importance. À l'époque, c'est moi qui l'avais annoncé. Parce que vous nous dites, c'est que ministre, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il peut défendre la réforme politiquement, de porter cette réforme à l'Assemblée, au Sénat, devant les médias. Est un peu dans la question. Ma réponse, elle est soit le gouvernement fait front derrière lui, et le président et le Premier ministre de façon extrêmement forte, et à ce moment-là, la réponse est celle, et sa propre réponse à lui. En réalité, est-ce que j'en ai envie ou pas, compte tenu des attaques qui sont formulées, ou pas. En tout cas, c'est très personnel. C'est la seule question. Est-ce que politiquement, le ministre en charge est-il ou pas capable de porter cette réforme? La question est posée et en réalité, le questionnement est très important. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre, c'est pas lui qui va venir défendre la réforme devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Ce que je comprends, c'est que vous le regrettez d'une certaine façon, mais il ne peut pas tenir. Aujourd'hui, quand je regarde les choses, c'est compliqué puisque déjà il disparaît des médias. Je ne sais pas pourquoi il aurait pu être présent ce week-end dans les médias, quitte à s'expliquer sur ce qui lui est reproché à juste titre ou pas. Je ne veux absolument pas juger de cela. C'est un sentiment qui est donné, oui. Je ne sais pas, en fond, à ce moment-là, qui va porter, parce que c'est compliqué. Déjà, c'est une réforme compliquée à porter parce qu'elle est inexplicable et qu'elle était inutile sous cette forme-là. Ça devient compliqué. Le Premier ministre, il ne peut pas tout faire. C'est beaucoup avancé là-dessus. Hein. Il fait beaucoup, vous dites. Oui, c'est beaucoup avancé. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ? À un moment donné, sans doute pas maintenant, mais à un moment donné, avant le 31 évidemment. Décembre ou pas ? Oui, s'il trouve un bus ou un train pour l'amener à son bureau. C'est quoi cette pirouette? C'est pas une pirouette. Si, c'est pas une réponse. Je vous demande si sur le fond il doit s'exprimer. Vous me dites si, genre. Oui, le 31 décembre, mais il doit parler le 31 décembre. Tous les présidents parlent le 31 décembre. Il ne peut pas ne pas parler de l'état de la France. Donc il en parlera obligatoirement. Le 31 décembre, forcément. Est-ce qu'il doit le faire avant? C'est une parole obligatoire. Au jour d'aujourd'hui, je ne le pense pas. Non, je ne le crois pas. Sinon, ce serait au fond affaiblir son Premier ministre. Son Premier ministre est au front maintenant. Il est quasiment le seul à être au front. Donc le Premier ministre, il faut essayer de l'aider à réussir cette réforme. Et l'aider à essayer de réussir cette réforme, c'est de l'aider à mieux aussi comprendre les défauts de cette réforme. Juste, c'est pas un jeu, mais quand même, je vous pose la question, un pronostic. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, va tenir sur cette réforme ou est-ce qu'il va caler ? Quel est votre En tout cas, cette sentiment? réforme, c'est trop vaste comme sujet, parce qu'elle est elle-même extrêmement vaste. Je pense que, puisque c'est une question d'âge pivot, l'âge pivot, c'est pas une très bonne mesure, c'est une mesure dégradée par rapport à d'autres mesures bien plus efficaces, mais une fois qu'il décide de cette mesure, il faut qu'il tienne là-dessus. Enfin, on ne peut pas avoir un Premier ministre qui, il y a 3 jours, dit « je vais faire un âge pivot », après y avoir mûrement réfléchi, et de l'autre côté, lâcher au bout de quelques temps. Ça, c'est pas possible. Mais non, c'est une question de souveraineté. C'est une question de souveraineté de notre propre démocratie. La parole d'un Premier ministre, quand elle est prise en toute connaissance de cause, honnêtement, en toute connaissance de cause, elle doit être, à un moment donné, respectée. Il ne peut pas retirer cela. Merci beaucoup, Éric Woerth, d'avoir été ce matin sur LCI.